Riyad Sidawi, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Euh, Bonjour. et ma première question, comment analysez-vous cette campagne de désinformation à l'égard de la Russie et de la Chine en Afrique? Et ces deux pays n'ont-ils pas le droit, comme tous les autres, notamment occidentaux, à commercer avec l'Afrique et à développer une coopération technico-militaire? Et in fine, les Africains seraient-ils encore immatures au point que les Occidentaux se donnent le droit d'exercer une tutelle sur eux? Tout d'abord, ces États, souvent les ex-colonisateurs de l'Afrique, notamment la France et la Grande-Bretagne, actuellement, aujourd'hui, sont affolés. Pourquoi? Parce qu'ils voient une révolution africaine contre leur présence, contre leurs intérêts et contre leur exploitation. Ça a commencé avec le Rwanda qui a quitté la sphère francophone, puis la République de Centrafrique, puis surtout le Mali et Burkina Faso, et un pays après un autre qui quitte la domination historique française sur cette région et qui trouve en Chine un excellent allié économique et la Russie aussi un excellent allié économique et aussi militaire, puisque les Russes viennent d'aider l'armée malienne afin de lutter et de contrer le terrorisme. Les mêmes chefs d'état-major de l'armée malienne ont accusé la France de soutenir des milices djihadistes, voire des terroristes. Donc, la Chine ou la Russie n'ont jamais colonisé, exploité, massacré des populations indigènes en Afrique, mais la France, oui, la Grande-Bretagne, oui. Comme je vous ai dit, une partie de l'Occident voit leurs intérêts sont en train d'être balayés par la présence chinoise ou sino-russe et ils sont affolés. Donc, ils demandent à leurs médias de critiquer, de faire régner la peur au sein des dirigeants africains, comme quoi la Chine va vous bouffer, vous ne pouvez plus, dès que vous ne pouvez plus payer vos dettes à la Chine, elle va vous coloniser, ainsi de suite, le danger militaire russe, etc. D'accord. Euh, Disons, faisons un peu l'avocat du diable. À supposer que les accusations et allégations des médias et politiques occidentaux contre la Russie et la Chine sont à juste titre, supposons qu'ils sont à juste titre. Pourquoi les Occidentaux ne parlent pas des politiques de pillage, justement, et d'asservissement néocolonial qu'ils ont menées depuis des décennies en Afrique via le FMI, la Banque mondiale et le franc CFA? Ça serait quand même Et bien équilibré, disons. évidemment, c'est une politique historique, c'est l'hypocrisie totale, la politique de deux poids, deux mesures. Nous, on a le droit de coloniser, d'exploiter l'Afrique. C'est notre espace vital. J'utilise même l'expression du nazi Adolf Hitler. Ils considèrent l'Afrique comme leur espace vital. Et donc, la Chine ou la Russie qui n'ont jamais colonisé ces pays, il faut souligner, hein. Et d'ailleurs, on a vu des manifestations à Mali, au Burkina Faso, qui sont en train de brûler le drapeau français et ici le drapeau russe, à titre d'exemple. Et c'est la population qui se manifeste. Pourquoi? Parce que pour eux, la France, c'est toujours le colonisateur, c'est toujours le pays qui a sucé leur sueur, c'est le pays qui les a exploités à fond, c'est le pays qui a commis des massacres contre les populations africaines. Alors, la Russie ou la Chine, on n'a jamais vu du mal qui vient de ces pays. Au contraire, il y a l'aide, il y a le soutien économique, le soutien militaire, surtout avec le russe contre le terrorisme. Contre le terrorisme. La population, accompagnée par des nouveaux dirigeants africains, sont des jeunes révolutionnaires, surtout à Mali ou au Burkina Faso. Donc, maintenant, il y a une réorientation de la politique africaine vers la Chine et vers la Russie. Oui, et c'est-à-dire que cet aspect-là du néocolonialisme, comme le franc CFA, c'est toujours le moyen avec lequel la France continue à ce jour de piller financièrement et économiquement les pays africains.
mais aussi elle est secondée dans tout ça par le FMI et par la Banque mondiale, qui n'ont jamais été des instruments de l'Organisation des Nations Unies, qui normalement sont orientés vers l'aide au développement et l'assistance, mais ils se sont avérés des moyens de domination et de pillage également. Absolument, surtout la politique du FMI, c'est une politique néolibérale qui a conduit à des soulèvements et des révolutions populaires au sein des pays africains. L'FMI demande toujours de ne pas recruter en faveur du secteur public, de licencier des milliers, des millions même de fonctionnaires et de travailleurs, et d'appliquer et de ne pas subventionner euh, la consommation actuelle des Africains, ça veut dire le pain, les pâtes, etc., l'huile, l'État ne doit pas intervenir. Donc, ils veulent que les pays africains vivent à l'américaine. Je ne dis pas même à l'européenne, puisqu'à l'Europe occidentale, il y a le welfare state, l'État-providence. Donc, l'État est catalyseur entre les classes sociales. Alors, la politique du FMI était toujours catastrophique en Afrique, a conduit à des soulèvements. Euh, je, euh, Rappelons-le ce qui s'est passé en Tunisie en janvier 1984. On a appelé ça la révolution du pain. Pourquoi? Parce que le gouvernement à l'époque de Mzalia appliquait à la lettre les directives du FMI. Donc, dès qu'on parle du FMI, on parle des catastrophes politiques et économiques auprès des pays africains. C'est pour cette raison, comme j'ai dit, les nouveaux dirigeants de certains pays africains, ils sont jeunes, cultivés, donc ils ont cherché ailleurs. On va quitter la sphère France, Grande-Bretagne et FMI et on va vers la Chine et la Russie. D'accord. Un autre aspect, Monsieur Sedawi, les États-Unis, cet aspect-là, il concerne la coopération militaire. Les États-Unis mènent chaque année plusieurs exercices militaires conjoints en Afrique, dont à titre d'exemple l'African Lion, qui est pratiquement annuel. Il y a en 2020, elle a organisé un autre exercice en Mauritanie qui a été considéré comme le plus grand de toute l'histoire des exercices américains en Afrique. La France est présente militairement depuis des décennies en moins dans 13 pays où elle déploie 6 000 soldats, notamment au Sahel, depuis 2014 et dans le cadre de l'opération Serval et Barkhane. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, ont participé à la à la task force Takuba en soutien donc à l'opération Barkhane et à la force G5 Sahel. Alors, pourquoi toutes ces opérations ne sont pas qualifiées de recolonisation de l'Afrique alors que les quelques centaines de mercenaires russes en Afrique centrale et peut-être au Mali et la coopération avec certains pays africains est considérée comme une tentative de colonisation de l'Afrique par la Russie. D'ailleurs, l'ex-président français, François Hollande, avait dit clairement que Vladimir Poutine cherche à coloniser l'Afrique. Euh, c'est vrai, les Américains n'ont pas un passé colonial en Afrique. Ça, on le sait bien. Le passé colonial concerne la France, la Grande-Bretagne, le Portugal aussi, Mhm. et la Hollande avec le Sud-Afrique. Donc, c'est vrai que les États-Unis d'Amérique n'ont aucun passé colonial en Afrique. C'est peut-être sont bien placés ou mieux vus par les populations africaines, alors que les relations avec la France et la Grande-Bretagne sont souvent des relations tendues. Mais les Américains, et pour l'Afrique, pour eux, c'est une stratégie. Donc, leur entrée en Afrique, c'est via la coopération militaire. Hein. C'est, à titre d'exemple, le Maroc, l'armée marocaine, aujourd'hui, s'arme des États-Unis d'Amérique, auprès des États-Unis d'Amérique et d'Israël, et non plus de la France. Certes, la France a gardé ses intérêts économiques avec le Maroc, mais tout ce qui est matériel militaire, les Marocains, ils achètent leur matériel auprès des États-Unis d'Amérique. Donc, les Américains, ils ont mis l'accent sur tout ce qui est militaire en Afrique, plus que tout ce qui est économique, avec des aides évidemment économiques pour certains pays africains, afin de comparer la présence américaine de la présence française. Mais la présence française est largement contestée par les Africains, tout d'abord
par l'héritage du passé. Et c'est vraiment douloureux. Il y avait eu des massacres partout en Afrique par les colons français. Et en plus, les Africains pensent que la France est en train de sucer leurs richesses et d'exploiter leurs richesses naturelles sans rien donner. Et alors, vis-à-vis de la Chine, évidemment, c'est une puissance économique montante. Selon l'FMI et la Banque mondiale, la Chine va être le premier pays dans le monde en 2030 concernant son produit intérieur brut. Le PIB chinois va supplanter le PIB américain en 2030. Donc, c'est l'avenir de l'économie mondiale. Les dirigeants africains, ils l'ont bien compris. La même chose, la Russie a montré que c'est une puissance militaire incontournable dans le monde. Surtout, la Russie a sauvé le régime syrien d'un complot occidental bien établi. Hein, et à ce titre, je me rappelle que Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères français, il s'est exprimé sur une antenne d'une chaîne de télévision française. Il a dit: j'étais en Angleterre en 2009, 2 ans avant la crise. Mes homologues anglais m'ont dit: on prépare un coup militaire contre le régime de Bachar al-Assad. On veut déstabiliser, éliminer ce régime. Quand le journaliste français lui a dit: mais pour quelle raison? Roland Dumas, il a répondu: c'est un régime qui ne veut pas signer un accord de paix avec Israël. C'est un régime qui soutient la résistance palestinienne et la résistance libanaise. Donc, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. C'était un plan. Les Russes sont intervenus au bon moment afin vraiment de contourner ce plan et de faire échouer ce plan. Donc, le monde arabe ou l'Afrique, en fait, ne voit pas en Russie ou en Chine des ennemis, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Alors que les puissances occidentales, oui, il y a un passé très, très douloureux. D'accord. Donc, juste pour terminer cette parenthèse par rapport à la France, c'est quand même bizarre. Nous, ça sonne un peu bizarre dans nos oreilles quand nous entendons des accusations à l'encontre, soi-disant, des mercenaires et qui partent dans des cadres d'accord avec les pays africains, russes, mais jamais un Français ne parlera, par exemple, de la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est le plus grand corps mercenaire intégré dans une armée régulière qui est l'armée française. Oui, évident, c'est une évidence. En plus, les massacres commis, les coups d'État commis en Afrique par cette armée française. Et derrière cette armée française aussi, il y a les grandes compagnies internationales à leur tête totale, qui a fait plusieurs tentatives de coup d'État en Afrique. Parfois, ça réussit et parfois, ça a subi un grand échec. Et surtout, la politique euh, française en Afrique et dans le monde arabe. Vous savez bien que tout le nord d'Afrique est berbéro-arabe, si vous voulez. Donc, il y Mhm. a cette présence aussi afin de montrer un flagrant exemple l'hypocrisie totale de la France. La France, en principe, c'est un pays, c'est un État laïque, c'est un pays laïque. Dans sa constitution, la France affiche sa laïcité, mais Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, déclare à une radio française, il dit: Al-Nusra fait du bon boulot en Syrie. Al-Nusra, pour nos spectateurs, c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. C'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Al-Nusra comme Daesh sont considérés comme deux groupes de terroristes, selon une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, M. Laurent Fabius, à l'époque, il était ministre en exercice de pouvoir, il soutient, il salue ce que les terroristes de Nosra font en Syrie. La même chose, les révolutionnaires aujourd'hui de Mali ou au Burkina Faso, ils ont accusé la France de soutenir des groupes terroristes et des groupes djihadistes, afin de montrer l'hypocrisie totale quand on parle de la liberté, des droits de l'homme, de la démocratie, de la laïcité. Finalement, on se trouve face à un État qui soutient des groupes terroristes. Et oui, je rappelle cet incident-là, en fait, c'était une question posée par un député à l'Assemblée nationale française à Laurent Fabius en sa qualité de ministre des Affaires étrangères.
en lui disant que voilà, vous soutenez des terroristes et tout en Syrie. Et il répond effectivement que pour l'instant, ils font du bon boulot en Syrie. Alors, les Occidentaux prêtent de mauvaises intentions non avouées aux Russes et aux Chinois en Afrique, arguant que leur prétendue désinformation concernant l'Ukraine et Taïwan pour vendre une fausse image d'eux aux Africains. Mais dans cette justement désinformation, que dire alors de la désinformation de masse ayant présidé à la destruction de l'Irak et de la Libye et en violation du droit international? Tout le monde se rappelle le 5 février, nous l'avons juste là fêté le 5 février de 2003 quand Colin Powell montre une fiole, peut-être que pleine de jus d'orange ou de jus de pomme, pour dire que Saddam Hussein avait les armes de destruction massive. On détruit un pays, on tue 1,5 million de gens et pas un mot. Évidemment, ce sont des prétextes. Nous savons bien que les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak en 2003 illégalement, sans passer par aucune résolution du Conseil de sécurité, ni par le chapitre 7 de la Charte de l'ONU. C'est juste la loi des plus forts, la loi de la force. Ils ont envahi illégalement l'Irak sous prétexte que l'Irak possède des armes de destruction massive. Évidemment, c'est un grand mensonge. On sait bien qu'à l'époque, Saddam Hussein ne possède pas ces armes de destruction massive. Mais stratégiquement, on peut comprendre aussi que les Américains, ils ont dit bientôt la Chine et la Russie vont devenir des grandes puissances mondiales. C'est l'occasion pour nous en 2003, ils sont encore faibles d'envahir l'Irak. L'Irak est très riche en pétrole. L'Irak a des réserves de pétrole gigantesques. Donc, c'est une occasion en or pour nous. On ne doit pas la rater. On marque un point contre la Chine et contre la Russie. Aussi, c'est une guerre contre la Chine et contre la Russie. Nous savons bien que la Chine a besoin de beaucoup de pétrole et d'énergie et de gaz. Et la Libye aussi, la destruction de la Libye, c'était une manipulation totale de la résolution du Conseil de sécurité numéro 1973. Hein. C'est une résolution du Conseil de sécurité qui stipule que il faut protéger les civils libyens et instaurer une zone d'exclusion aérienne. C'est transformé à une destruction d'un régime, un changement d'un régime par l'extérieur, c'est qui est contre la charte de l'ONU, contre le droit international, parce que les États n'ont pas le droit de changer des régimes par la force de l'extérieur. Hein, ce sont des peuples qui décident, qui les gouvernent. Donc, c'est une manipulation contre la résolution 1973. Les Chinois l'ont bien compris. S'agissant de la Syrie, toujours la Russie a utilisé le droit de veto et avec la Chine aussi qui utilise avec la Russie le droit de veto. On a demandé aux Chinois, mais un seul veto, ça suffit, on n'a pas besoin de deux veto hein, au Conseil de sécurité parce qu'un seul veto, il bloque la résolution. Les Chinois, ils ont répondu, game is over. Le jeu, c'est fini, on a bien compris que ce printemps arabe n'est qu'en fait prétexte afin de changer des régimes qui ne sont pas liés aux puissances occidentales, hein, qui ont leur indépendance. Donc, il faut les changer par la force de l'extérieur. Et game is over, le jeu est fini. Donc, la Chine a soutenu la Russie dans toutes les résolutions au sein du Conseil de sécurité concernant la Syrie après la leçon de la Libye. On voit bien la Libye dans quel état elle est aujourd'hui, parce qu'aussi il y a un plan de partition de plusieurs pays arabes et pourquoi Mhm. pas aussi des pays africains. Pour la Syrie et l'Irak, je me souviens de la déclaration de Bernard Bajolet, à l'époque directeur de la DGSE française, ça veut dire les services secrets français extérieurs, qui appartient au ministère de la Défense française. Et Bernard Bajolet, le 27 octobre 2015 à Washington, déclare il faut oublier les cartes actuelles de la Syrie et de l'Irak parce qu'il y a des nouvelles cartes qui se composent. Il y a des nouvelles cartes, hein, parce qu'il y a un plan de partition à la fois de la Syrie et de l'Irak
La même chose pour la Libye. Depuis 2011, on a entendu des grands journalistes français, à leur tête à l'époque, Jean Daniel, il est décédé, hein, le fondateur et directeur de Nouvel Observateur, devenu l'Obs. Jean Daniel disait, en fait, la Libye, ce n'est pas un État, c'est en fait trois États. La Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et Fezzan au sud. Donc, avant 1961, la Libye s'est composée de trois provinces. Donc, il faut revenir à la nature de la Libye. Ça veut dire la partition de la Libye en trois États. Et on voit bien aujourd'hui, à cause de cette intervention occidentale illégale, selon le droit international, comme je dit, parce que la résolution 1973 n'a jamais donné le droit à l'OTAN de détruire un régime par la force de l'extérieur, on voit bien la Libye en train de vivre le chaos total et c'est réellement divisé parce que la ligne Sir Geoffra coupe la Libye entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Tripoli n'a pas le droit d'aller jusqu'au Benghazi et la même chose, Benghazi n'a pas le droit d'entrer jusqu'à Tripoli. Et Fazal, le sud, il a une certaine indépendance. Donc c'est un plan de partition Mais de la Libye. c'est que ce qui est choquant justement, c'est qu'actuellement on prête des intentions mauvaises à la Russie et à la Chine alors que il n'y a pas encore la moindre preuve. C'est juste des suppositions. Et on mène une campagne de dénigrement des deux informations, mais en même temps, alors qu'il y a des preuves que tout a été fait dans le mensonge à l'égard de la Libye, de la Syrie et de l'Irak. Et quand même, ce deux poids, deux mesures, est-ce que vous pensez que les Africains sont conscients de ça? Moi, je pensais, oui, la preuve, c'est, on a vu à Mali, au Burkina Faso, des manifestants civils, ce ne sont pas les militaires, qui brûlent le drapeau français et qui hissent le drapeau russe. C'est un message qui vient de la population, hein, qui vient de la population, qui vient de la base vers le sommet. Ça veut dire on a souffert de votre colonisation, on a beaucoup souffert de vous, pas de la Russie, pas de la Chine, on n'a rien vu du mal qui nous vient ni de la Chine ni de la Russie. Au contraire, ils nous ont aidés au plan économique, militaire et surtout dans notre lutte contre le terrorisme. Alors, vous, voilà le résultat. Donc, c'est la population. Quand la population des manifestants au Mali brûle le drapeau français, hisse le drapeau russe, la même chose, le même scénario s'est répété à Burkina Faso, dans d'autres pays d'Afrique. Évidemment, ça, c'est un message qui vient de la base, qui vient de citoyens africains vers le sommet, vers les décideurs, les grands décideurs de la planète. Euh, d'accord. Euh, Est-ce que vous pensez que justement la campagne, cette campagne-là qui est menée à l'égard de la Russie et de la Chine, est-ce qu'il y a la presse africaine justement essaye de faire la contre-attaque par rapport à ce que les médias occidentaux et la désinformation occidentale fait? Franchement, j'ai pas suivi toute la presse africaine, hein. Je suis pas au courant qu'est-ce que la presse malienne ou la presse de Burkina Faso nous raconte. Mais je suis souvent la presse algérienne, arabophone ou francophone, aussi la presse tunisienne. Et il y a un sursaut contre la domination historique des forces coloniales occidentales en Afrique. Et il y a une certaine accusation, oui, et surtout, je pense, avec la révolution d'Internet et la révolution des technologies de communication, aujourd'hui, on ne peut pas manipuler l'opinion publique éternellement, même l'opinion publique européenne, occidentale. Aujourd'hui, c'est une opinion publique avertie. Hein. Le lavage de cerveau ne passe pas facilement comme avant, où les États ont le monopole de l'information. Non, aujourd'hui, grâce à Internet, on voit bien, par exemple, à titre d'exemple, que la France, qui critique souvent l'Algérie ou la Tunisie, d'appliquer des mesures contre des sites Internet dans leur pays, alors la France, aujourd'hui, ne permet pas aussi de Sputnik dans toutes les langues
de s'exprimer. Donc, s'il y a un blocage, hein, la même chose avec RT, Russia Today, dans toutes les langues, on voit sur Internet, même les vidéos que Facebook les a laissées de RT France ou Russia Today, en France, tout est bloqué. Ici où je parle de Genève, de la Suisse, heureusement que tout fonctionne normalement. Hein. La Suisse a décidé non de laisser, c'est la liberté d'expression. On n'intervient pas contre des sites Internet ou des médias étrangers qui sont déjà présents sur Internet. Alors la France applique toujours la politique de deux poids, deux mesures, critique les autres, mais dès qu'il s'agit de son comportement à l'intérieur de la France, le résultat est là. Et pourquoi? Parce que RT France, c'est la version francophone de Russia Today, a eu beaucoup de succès, énormément de succès au sein de la population française, des Gilets jaunes, la contestation populaire en France. Donc, il faut réduire, assurance, il faut réduire ces médias. Par quels moyens? Par les moyens techniques. Voilà, vous, les Français, vous n'avez pas le droit de visiter les sites Internet de ces médias. Comme je dis, alors en Suisse, non, en Suisse, tout est en règle. On peut consulter les sites de Sputnik comme on peut consulter les sites de Russia Today en plusieurs langues.